Ce livre, ça a été un peu comme une quête identitaire parce que on est nées toutes les deux avec un sentiment de honte, en fait, d'être haïtien, parce qu'en plus, on a eu notre nationalité française à nos 18 ans. Donc, en fait, c'était pas vraiment quelque chose de positif pour nous d'être haïtienne. Et en fait, d'en apprendre plus sur l'histoire de s'être déplacé là-bas, là, on s'est dit, mais en fait, non, ça crée en fait un sentiment de, bah non, on n'a plus honte. On est passé de la honte à la fierté. Chers amis de 4 Casino, bonjour et bonne année. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter un ouvrage. Haïti, on nous a menti, écrit par Charlène et Claudine. Bonjour, je suis Charlène et moi c'est Cuisine. Vous êtes sœurs et complices. Complicité de cœur, d'âme et surtout de plume, parce que vous êtes mises donc à deux pour ouvrir cet ouvrage, le titre assez intéressant, Haïti, on nous a menti. Pourquoi un tel titre? Eh ben, je vais laisser Charlène l'expliquer, c'est elle qui a trouvé le titre. Alors déjà, je vais, pour commencer, c'est un livre qui fait 160 pages en dur. On nous a menti sur Haïti, volume 1, chronique historique et célébration culturelle. Donc, c'est un titre qui parle de l'histoire d'Haïti, mais aussi du tourisme responsable en Haïti. Pourquoi menti? Qui vous a menti? Ah, c'est la grande question à 100 000 bouts de saisie. On nous ment depuis on est à l'école, en disant par exemple que c'est Christophe Colomb qui a découvert Haïti, comme s'il n'y avait rien avant. Ce qu'on voit dans les médias avec principalement Port-au-Prince et la misère, etc. Et nous, on a eu la chance de se déplacer en Haïti pour la première fois au début des années 2000 et on ne voyait pas que de la misère. Hein, donc déjà, là-dessus, on nous a menti. Donc on vous a menti sur l'histoire de ce pays, on vous a menti sur sa réalité, on vous a menti sur sa culture, sur son peuple. Et à votre avis, c'est quoi l'intérêt d'un tel mensonge? Ah, c'est de cacher, souvent les victoires, comment on dit? Les vainqueurs racontent leur histoire et cachent un petit peu les choses qu'on veut pas trop dire. Euh, on ment beaucoup pour cacher un petit peu déjà ce passé victorieux, puisque quand on parle d'Haïti, et, l'élément phare justement de l'histoire d'Haïti, c'est comment est-ce qu'Haïti est devenu Haïti, de son indépendance, et le fait que les troupes de Toussaint Louverture ont battu celles de Napoléon Bonaparte pour pouvoir arriver à la victoire, la bataille de Vertières, qui ensuite a donné naissance à la première République noire au monde. Et forcément, dans un contexte historique très colonial, ça dérange. Donc, ce type d'histoire, c'est pas ce qu'on a appris, nous, en grandissant en France, dans les cours d'histoire, comme tout le monde. Et du coup, c'est vrai que il nous fallait raconter la vraie histoire à tout le monde, non pas seulement aux Haïtiens, mais même aux Français, puisque l'histoire d'Haïti fait partie de l'histoire de France. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment, ce faisant, en écrivant cet ouvrage, de redorer le blason d'Haïti, de redresser un tort et de rendre un service à ce pays? Totalement. En fait, pour être honnête, ce livre, ça a été un peu comme une quête identitaire parce que on est nées toutes les deux avec un sentiment de honte, en fait, d'être haïtien, parce qu'en plus, on a eu notre nationalité française à nos 18 ans. Donc, en fait, c'était pas vraiment quelque chose de positif pour nous d'être haïtienne. Et en fait, d'en apprendre plus sur l'histoire de s'être déplacé là-bas, là, on s'est dit, mais en fait, non, ça crée en fait un sentiment de, bah non, on n'a plus honte. On est passé de la honte à la fierté. Et donc ça, je pense que c'est vraiment avec l'écriture, déjà, on l'avait avant, cette fierté, mais ça a vraiment plus donné, on va dire, oui, c'est vraiment ça, c'est la fierté. Comme tu parlais de la quête identitaire, une fois que on sait d'où viennent nos ancêtres, on arrive à expliquer, à retracer notre arbre généalogique,
on a plus de clarté, on a beaucoup plus de clarté sur la personne qu'on est. Et c'est beaucoup plus facile de se présenter en société et de dire, et de répondre à cette fameuse question, d'où venez-vous? Voilà, c'est ça. Il y a un philosophe qui dit « Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Avez-vous le sentiment, en ayant récupéré en quelque sorte ce passé, de marcher vers la lumière? Total. Et je pense que c'est très imagé et ça te parle absolument. Et c'est l'objectif aussi de notre livre parce que les premiers voyages qu'on avait faits, on était des jeunes adolescentes. Et au fur et à mesure, en tant qu'adultes, et où on a vraiment voulu partager les paysages d'Haïti, c'est comme ça qu'on a commencé à se lancer dans le tourisme responsable. Le sentiment premier, c'était il faut que les gens voient ça. C'est ça, parce que c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé. Après, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux maintenant qui font qu'on voit plus d'images d'Haïti, mais jusque-là, on n'avait jamais vu des bassins bleus, seaux d'eau, etc. Ça, c'était juste dans l'imaginaire. On avait entendu de noms, mais on n'avait jamais vu. Est-ce que vous pouvez en citer d'autres? Si par exemple, je devais aujourd'hui me rendre en Haïti, qu'est-ce que vous me conseillerez? Où est-ce que vous voudriez que j'aille en priorité? Ah, et c'est dur parce que Pays à Belle, hein. Il y a vraiment Pays à Belle, hein. Mais si je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai un petit séjour de quelques jours en Haïti. Quel serait le lieu à ne pas rater? S'il y en a un à ne pas rater, ce serait quoi? Ce serait où pour vous? Ce ne serait pas forcément le même. C'est une très dure question. Ouais. Alors, on va y répondre comme. Ouais, moi, je dirais Jacmel, parce que ça a été un coup de cœur. C'est la capitale artistique du pays. Et pour la première fois qu'on y allait, j'ai vraiment eu un sentiment de... Mais où est-ce qu'on est? J'avais même pas l'impression d'être en Haïti, parce que nous, on vient plutôt de l'Iogal, non, Mon, et donc c'est pas trop ce qu'on voit d'habitude. Donc moi, mon coup de cœur, en tout cas, c'était Jacmel. Oui, donc on l'a immortalisé avec une belle double page. À la page Jacmel, c'est ça, ouais. Magnifique, magnifique. Et vous, ce serait quoi le lieu à ne pas rater? Alors, moi, je dirais Sodo. Sodo. Oui. Oui. Je dirais Sodo, qui se trouve pas très loin de Mirbalais. Et c'est une cascade et un grand lieu de pèlerinage pour les Haïtiens. J'ai une expérience particulière avec Sodo où je m'y étais retrouvée après le décès de notre grand-mère. Et c'est vrai qu'Haïti est une terre très, très mystérieuse et très mystique. Et Sodo représente beaucoup un lieu spirituel pour beaucoup d'Haïtiens. Et donc, en plus d'un paysage verdoyant magnifique, il y a en plus cette spiritualité que j'aime beaucoup dans ce lieu que je trouve magique. Alors, je trouve c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça dénote justement votre fraîcheur et votre approche d'Haïti qui est tout à fait innovante. Parce que j'aurais posé la même question à des Haïtiennes nées au pays ou des Haïtiens. D'ailleurs, je m'attendrais à trouver la citadelle La Ferrière, par exemple, ou bien les gens parlent parfois du Champ de Mars, qui sont d'autres géosymboles qui renvoient à une autre histoire et qui renvoient à un registre de fierté patriotique, tandis que vous évoquez deux aspects qui sont matriciels et que la plupart des Haïtiens parfois ignorent, c'est-à-dire vous, la beauté de cette nature et cette spiritualité ancrée, et de votre côté, cette culture, cet artisanat, cet art. C'est aussi le pays de René Depestre, hein, c'est le pays de Laënnec Urbon et de tant de grands poètes, grands scientifiques que ce pays a produit. Alors, vous avez évoqué également le tourisme durable. Dans quelle mesure est-ce que cet ouvrage peut être considéré comme une contribution au tourisme durable? Alors, en fait, on y a mis des clés pour voyager responsable. C'est-à-dire comment on peut avoir une empreinte positive sur chaque voyage qu'on fait. C'est-à-dire consommer local. En Haïti, c'est assez facile quand même de consommer local. Dormir dans des maisons d'hôtes, privilégier toutes les activités faites avec les bocaux, prendre contact avec les associations locales qui sont sur place parce que de pas mal aider. Il y a vachement un échange de connaissances qui peut être fait.
Donc, en fait, c'est vraiment plus des conseils pour avoir, que ce soit en Haïti, là, pour le coup, mais comme pour une autre destination, des conseils pour avoir, pour voyager responsable. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous essayez d'impliquer autant que possible la population locale. Ce n'est pas un tourisme surplombant qui vient et qui consomme et qui s'en va. C'est un tourisme qui suscite de l'innovation locale, n'est-ce pas? C'est exactement ça. La particularité du tourisme responsable, c'est de se tourner principalement et exclusivement vers la population locale. Parce que tous les éléments du tourisme, que ce soit les maisons d'hôtes, les endroits où vous logez, ce que vous mangez, les visites que vous faites, en fait, tout ça, ça peut générer des revenus aux communautés qui habitent ces lieux si magnifiques et qu'on visite. Donc, plutôt que de passer par des groupes, pour la plupart américains, qui finalement ne redistribuent pas la richesse comme il se devrait, notre démarche, c'est vraiment de se tourner vers les talents haïtiens. Et qui mieux que les Haïtiens peuvent vous faire découvrir Haïti au final. Et donc, c'est très important pour nous. Et ce qu'on a voulu aussi inclure dans cet ouvrage, c'est une sensibilisation sur ce qu'est le volontourisme. Parce que à l'heure actuelle, et de par l'image qu'Haïti, les personnes qui veulent visiter Haïti souhaitent aider au maximum la population haïtienne parce qu'ils ont vu dans les médias que voilà, il y avait la pauvreté, etc. Donc, ils vont se trouver dans des situations où ils veulent dépenser de l'argent et ils vont pas forcément avoir les bonnes méthodes pour aider au mieux les populations. Je vous m'explique. Il peut y avoir des séjours qui peuvent vous attirer et dire venez construire une maison ou venez construire une école dans cette localité et aider les pauvres Haïtiens. Donc, partie d'une très bonne intention, je vais dire je vais aller aider les Haïtiens, je vais construire une école. Ça me fait des vacances en même temps, pas. C'est parfait. Sauf que je ne suis pas maçon. Je ne sais pas construire. Enfin, je n'ai aucune formation en construction et c'est pas quelque chose que je ferai. La marine, pas métier. La marine, pas métier. Et c'est pas quelque chose que je ferai en France. Je me permettrai pas d'aller construire une école en France. Mais... Qu'on s'improvise pas plombier ni électricien. Exactement. Et donc ça, c'est un impact négatif sur les communautés qui sont visitées. Donc l'enfer est parfois parmi les bonnes intentions. Exactement ça. Donc, en fait, c'est plus une démarche d'éducation aux voyageurs sur comment voyager d'une manière responsable. Et surtout à Haïti, la dernière chose dont elle a besoin, c'est une intervention étrangère incontrôlée. D'accord. Donc, si je résume, c'est un tourisme durable, éco-responsable, inclusif. Maintenant, quid du coût? Est-ce que c'est un tourisme de masse? Est-ce que c'est un tourisme de niche? Est-ce que c'est un tourisme d'élite? C'est-à-dire, quelles sont les conditions requises pour pouvoir émarger à votre carte du tendre d'Haïti? Moi, je dirais que Haïti n'est pas prêt de toute façon pour un tourisme de masse. Donc, et puis c'est absolument pas ça qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment plus un tourisme niche parce que tout le monde ne va pas en Haïti. Et ouais, moi, je vois vraiment plus comme ça. Après, en termes de budget, c'est vrai que il y a l'idée préconçue que Haïti, dans les pays du Sud, les choses ne sont pas chères. Ce n'est pas vrai, là, c'est con. Il faut savoir que pour avoir, on va dire, accès à des établissements, ils vendent des piscines, des choses comme ça en Haïti. La plupart des services sont faits par des Américains qui, du coup, vont gonfler les prix. En plus du fait de l'économie haïtienne qui ne se passe pas très bien et du coup, avec l'inflation, les choses ne sont pas chères. Cependant, puisque de toute façon, il faut mettre un certain budget et dépendant des voyageurs, certains voyageurs n'ont pas de problème d'aller dans les maisons d'hôtes et puis Dominantica, etc. D'autres personnes ont un standing qui est quand même qui veulent accès, par exemple, à la climatisation, des choses comme ça. Et donc, on a développé différents partenariats avec les différents niveaux de confort. On va dire que chaque voyageur veut pendant son séjour. Je rappelle donc que nous sommes en train de discuter de l'ouvrage Haïti, on nous a menti,
publié donc par Claudine et Charlène Civil aux éditions pardon aux éditions Silage. C'est là où je voulais en venir pour dire donc que il faut quand même une part d'imagination et d'audace, n'est-ce pas, pour prendre la responsabilité de s'auto-publier, de s'auto-éditer, et en plus, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous donner la recette? La persévérance. Ah, la persévérance, la patience, ça c'est sûr, parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis... on a travaillé un peu 2 ans dessus. À la base, bon, on était plus basé sur le tourisme, étant donné que c'était compliqué d'emmener des voyageurs en Haïti, donc on s'est plutôt concentré sur un ouvrage. Mais clairement, oui, ça demande beaucoup de temps, persévérance, de recherche. Si je peux me permettre, ça demande aussi, je pense, des compétences distinctives. Parce que jusqu'à présent, on a parlé d'Haïti, on a parlé de vos origines, etc. Mais je pense qu'on ne s'improvise pas écrivaine du jour au lendemain. Vous avez quand même un certain parcours qui fait que du jour au lendemain, prendre la plume pour vous n'a pas été si difficile. C'est vrai. On a un profil académique. Moi, j'ai un double master en relations internationales et géopolitique. Donc, c'est vrai que on a déjà l'habitude de faire des thèses ou des choses comme ça, surtout dans la gestion de projet, écrire des projets, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais quand même, pour ce qui est de se dire, il y a un cap entre écrire un projet pour un projet de développement et l'histoire d'Haïti, il y a quand même clairement un gap. Alors, qu'est-ce qui vous a fait franchir le Rubicon? Après moi, étant donné que j'ai un peu plus, de par mes études, un profil de marketing-communication, je voyais un petit peu ce qui se faisait. J'ai beaucoup acheté de livres et je voyais beaucoup ce qui se faisait. Et puis, je disais qu'il manquait un petit truc pour se démarquer. Et je pense que ce qui a fait qu'on s'est démarqué avec notre livre, c'est que déjà, de 1, il est très imagé, très illustré. On va dire une page sur 2 est illustrée. Le fait de synthétiser aussi l'histoire d'Haïti, parce qu'il y a de très beaux ouvrages sur Haïti, mais c'est souvent une période donnée, alors que pour les gens qui connaissent absolument pas Haïti et l'histoire, on voulait vraiment... une bonne synthèse. Exactement, une bonne synthèse du pays. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on a pu se démarquer. C'est ça, et puis de chercher aussi, avec l'expérience vient la capacité de déceler les lacunes qu'on peut avoir dans un certain domaine et d'aller chercher l'expertise pour se faire accompagner dans ce projet. On a fait appel à une coach en édition, une Canadienne d'origine haïtienne, qui, en plus, avec son regard anglo-saxon, donne aussi d'autres impulsions auxquelles on ne penserait pas y aller avec notre mentalité européenne, on va dire. Et aussi le professeur Damien François, ouais. Auquel vous rendez hommage. Toujours, ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots du professeur? Alors, on l'a rencontré lors d'un colloque auquel on a participé l'année dernière à l'Université Paris 8, qui était resitué et restitué à Haïti. Donc, on avait fait une communication sur le Rara, donc pont entre la culture haïtienne et le vaudou. Pouvez nous dire ce que c'est que le Rara? En 2 mots? Bien sûr. Alors, le Rara, c'est une fête qui rend hommage, enfin, on va dire pour grossir un petit peu, qui rend hommage aux ancêtres. Et donc, du coup, cette fête-là commence après le carnaval et elle dure jusqu'à la fête de l'agriculture, si je me trompe pas, les premiers juillet. Donc, nous, on est très aussi attachés au Rara de par notre père qui... Léogane, c'est la capitale du Rara. c'est ça. Et j'ai eu la chance, justement, en 2021, de suivre toute la partie du Rara, du début à la fin. Et ce qui a été déjà beaucoup d'éléments pour justement faire ce colloque à Paris 8. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'on a rencontré Damien François, parce qu'on cherchait aussi des professeurs pour nous aider à, on va dire, dans la conception en fait du livre, pour être sûr qu'on n'oublie pas des éléments importants. Et donc, du coup, il s'est porté volontaire. Et donc, à partir de là, on a travaillé avec lui sur nos textes. Il nous a aussi permis de recadrer notre pensée, on va dire ça comme ça.
puisque la vision qu'on peut avoir, nous, n'étant pas nés en Haïti et ayant appris l'histoire haïtienne par différents médias, etc., comparé à une personne qui est née au début des années 40, qui a vécu en Haïti, etc., c'était très important aussi pour nous d'avoir son ressenti sur par exemple, la période du Valier. Ouais. La perception qu'on peut avoir, nous, en tant que Française d'origine haïtienne, et de voir ce qu'on a en ligne, comparé à une personne qui a vraiment vécu l'origine du Valier, c'est quand même quelque chose de différent. Donc, on peut avoir un avis assez tranché, C'est ça. et il va temporiser en disant, voilà, c'est pas comme ça que ça s'est totalement passé. Laissez-moi vous apporter ma plus-value ici. On dit que la culture, c'est la mémoire de l'intelligence des autres. Donc, c'est une mémoire partagée de génération en génération. Et en vous écoutant, je pense à cette prophétie de Toussaint Louverture qui dit que l'arbre de la liberté reposera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie de ces racines? Ah, mais totalement. Totalement. Moi, je me sens Même la chair de tendre ça, c'est vrai, je me sens vraiment, et puis encore plus avec l'écriture de ce livre-là, j'embrasse toute la culture haïtienne en fait, c'est même pas explicable comment ce sentiment d'appartenance qui devient de plus en plus prononcé. Je pense que ça vient avec le devoir de transmission. Ouais, aussi. On sait que tous les Haïtiens qui vivent actuellement en France n'ont pas eu la chance de revoir le pays depuis un très bon moment, même y aller, même. Ouais. Et on sait qu'on ne peut pas se reposer que sur les médias et la bienveillance des gens pour donner la vraie histoire d'Haïti. Donc, de se sentir, de sentir le besoin et la mission de transmettre cette histoire, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui, au final, est essentiel pour la survie de notre culture, totalement. Vous avez utilisé un mot très fort. Vous avez parlé de mission. C'est comme si vous aviez une mission donc de vérité, rétablir une vérité par rapport à un mensonge scandaleux. Et concrètement, si quelqu'un voulait se rendre aujourd'hui en Haïti, c'est-à-dire répondre à cet appel, comment, dans les conditions de sécurité qui sont les nôtres, aujourd'hui, nous parlons au début de l'année 2025, comment est-ce que l'on peut envisager un voyage sans quai sauté? Et c'est toujours sans quai sauté. J'ai toujours un petit quai sauté à chaque fois qu'on y va. De toute façon, maman, nos parents sont jamais sereins. Mais c'est possible d'aller en Haïti. À partir du moment où les aéroports ne sont pas fermés, il est possible de s'y rendre. Après, c'est plus de logistique. C'est ça. C'est quand même beaucoup plus de logistique, des vols internes à prendre en compte. C'est en fonction d'où on va. Nous, par exemple, comme je disais, notre famille vient de Léogane-Gressier. Donc, on arrive à Port-au-Prince, il faut prendre un avion pour aller jusqu'au Cail, donc dans le sud du pays, pour retourner à Léogane pour éviter Port-au-Prince. Donc, c'est pas impossible, mais ça demande quand même beaucoup plus de logistique. Et donc, du coup, beaucoup plus coûteux. Oui. Et rappelons-le que Haïti n'est pas Port-au-Prince. Oui. Et ça, c'est très essentiel de le dire parce que on en parle beaucoup dans le livre des beautés du Nord du pays avec la citadelle et surtout du côté historique auquel une personne qui ressent l'appel et qui veut aller voir de ses propres yeux ça, c'est encore possible avec des vols internes comme le disait Claudine et rebord au Cap Haïtien. Et voilà. Je vais vous poser maintenant à l'une et à l'autre des petites questions un peu taquines pour tester un petit peu votre culture haïtienne. Ah oui. Quel est votre plat haïtien préféré? Aïe, c'est dur. Mais je crois que je vais dire riz de jonjon, banane. Je donne un plat. Après, je vais vous taquiner sur autre chose. Un plat. Vous avez droit chacun à une réponse. Donc vous, c'est riz de jonjon. Et vous?
Ouais, c'est Maïmoulin Zaboka. Ah, Maïmoulin Zaboka. Un bon Maïmoulin Zaboka, là. Quelle est votre musique haïtienne préférée? J'aime le troubadour. Troubadour. Ah ouais, ouais, c'est pareil, hein, j'aime beaucoup. Oui. Quel est votre écrivain haïtien préféré? Bon, ça va être cliché, mais j'aime beaucoup David Laferrière. C'est très cliché aussi, mais pareil. Pareil. Quelle est, s'il vous fallait choisir une femme haïtienne capable de représenter notre culture, ce serait qui? Une, pas deux. Moi? Je trouve ça très quoi. Bah, pourquoi pas? Moi, franchement, j'accepte la mission et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, donc, ah, ok. Donc on a le droit d'en choisir deux. J'allais dire la Martinière, qui est très inspirante pour moi. Ouais. Ah ouais. Pas autant que... Autant que ta sœur. Mais Tété, mademoiselle, je trouve que c'était un excellent entretien. Je vous remercie d'être passé par Quatre Cardinaux pour partager votre expérience avec nous. Je rappelle donc qu'il faut absolument lire Haïti, on nous a menti, par Claudine et Charlène Civil, publié à Paris en 2024. Un must pour parler d'Haïti, cette fois-ci avec un langage de vérité. Je vous remercie.